BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec comme premier invité Amir Reza Tofighi, le président de la CPME. Bonsoir. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Beaucoup de questions à vous poser. D'abord, je voudrais vous faire réagir sur... tout à l'heure, il y avait Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui présentait ses vœux et qui disait en fait voilà, qu'il y avait un lien quand même assez fort entre les entreprises, notamment les petites entreprises, les moyennes entreprises, mais aussi les ETI, puis certains patrons du CAC 40. Un lien entre le Rassemblement national et ce patronat. Est-ce que vous vous avez déjà rencontré, je sais pas, Jordan Bardella, Marine Le Pen? Quelle est votre position par rapport à ça? On sait que le patronat est un peu divisé, le grand patronat. Président de la CPME, vous êtes comment? Moi, en tant que président de la CPME, je défends l'entreprise auprès de tout le monde. Je défends l'entreprise auprès de tous les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc je parle autant au RN qu'aux autres partis politiques. Pourquoi? Parce qu'on m'a élu pour défendre l'intérêt des entreprises. Oui. Et donc si je ne parle pas avec une partie des députés de l'Assemblée nationale, si je ne parle pas avec un parti qui est aujourd'hui représenté à l'Assemblée nationale, je ne fais pas mon travail. Donc nous, on défend l'entreprise partout. Ok, donc ça veut dire que vous les avez rencontrés, vous avez rencontré qui? On avait déjà rencontré différents députés du Rassemblement national et j'ai pas encore eu de rendez-vous particulier avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella que je vais avoir bientôt, mais oui, c'est des personnes. Vous allez les voir bientôt? À votre demande ou à leur demande? Je crois que c'est à leur demande, mais je ne me rappelle même plus, pour être honnête. Ouais. Donc en tous les cas, vous allez les rencontrer. Oui, mais comme je rencontre tous les partis politiques. Et les filles, vous avez rencontré Jean-Luc Mélenchon, je sais pas, ou Éric Coquerel? Oui, bien sûr. Honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, nous, en tant que représentants des entreprises, dire on veut pas rencontrer LFI, on veut pas rencontrer le RN? Non, notre rôle, c'est de défendre l'entreprise partout où elle doit être défendue, mais par contre avec exigence. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'entends en effet que le Rassemblement national défend les entreprises. Moi, qu'est-ce que j'ai rappelé au Rassemblement national? C'est que moi, j'attends des preuves d'amour. Je ne suis pas un garçon facile. Et donc, lorsqu'il y a eu le projet de loi de finances en débat à l'Assemblée nationale et qu'on avait par exemple la taxe sur Temu et Shein, taxe pour défendre l'économie française, et que le RN a voté contre cette taxe, et moi j'ai dit que c'est une trahison de toutes ces petites entreprises qui aujourd'hui peuvent disparaître à cause de toutes ces colis qu'on importe de Chine qui ne respectent aucune norme européenne. Et donc ça, par exemple, moi je veux bien dire que le RN défend les entreprises, mais moi j'attends des preuves concrètes. Et là, typiquement, oui, il est sûr qu'ils ont augmenté. Alors, lorsqu'on je recevais Jean-Philippe Tanguy, donc un peu le monsieur économie du Rassemblement national, donc il contestait ça, mais c'est vrai qu'ils ont voté quand même des hausses d'impôts quand même considérables pour les entreprises, j'entends. Évidemment, il y a eu énormément d'impôts qui ont été votés par le Rassemblement national dans le projet de loi de finances. Donc, moi, j'attends que tous les partis qui disent qu'ils défendent l'entreprise et qui défendent les PME, qui défendent l'économie en France, mettent en cohérence leurs propos et les actes. Parce que c'est trop facile de dire ça et derrière de voter des milliards d'euros d'impôts en plus. Mais en même temps, ils ont demandé, ils voudraient la baisse de l'impôt de production, notamment sur la CVAE. Bon. Oui, alors je vous dis pas que ils votent. Pas sur la CVAE, pardon. Oui. Non, mais je vous dis pas qu'ils votent pas aussi des baisses d'impôts. Moi, ce que j'attends, j'ai la même exigence envers le Rassemblement national, envers tous les partis politiques, c'est de dire je veux des preuves concrètes. Que vous défendez l'économie française, que vous défendez les entreprises en France, que vous défendez l'emploi en France. Quand vous augmentez les impôts, vous battez, vous êtes contre l'économie française parce que vous privilégiez les entreprises étrangères. Donc moi, toute parti politique qui vote des hausses d'impôts sur les entreprises françaises, je considère qu'il ne défend pas l'économie française. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de patrons de la CPME qui vous disent ça suffit maintenant, je pars à Milan, je pars à Tombouctou? Il y a bien évidemment aujourd'hui des chefs d'entreprise qui sont... Mais vous en avez chez vous? Enfin, vous, d'abord, je vous pose la question à vous, après tout. Vous êtes un chef d'entreprise, est-ce que vous vous posez la question? Non, je ne me pose pas la question parce que moi, je suis engagé pour que mon pays réussisse. Et je serai toujours ici pour que mon pays réussisse. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, moi, j'entends des chefs d'entreprise, et je le déplore, qui me disent qu'ils en ont marre. Ils en ont marre que dans un débat budgétaire aujourd'hui où la dépense publique française, qui est la première dépense publique au niveau européen, on dépense le plus en Europe, c'est la France qui dépense le plus. Et pendant tout le débat budgétaire, on n'a jamais parlé d'économie de la dépense publique. Par contre, on n'a parlé que de nouveaux impôts. Donc oui, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont ulcérés. Et bien évidemment que certains disent que... Vous êtes ulcérés? Bien évidemment. Oui. Non, mais pour être sûr de bien avoir compris. Oui, parce que ce débat budgétaire a été centré sur quel nouvel impôt il fallait créer.
Mais dans le pays qui a le niveau de taxation et notre prélèvement obligatoire le plus important de l'Union européenne, à un moment donné, il faut quand même parler de baisse de la dépense publique. Ouais. Alors justement, là, pendant que nous parlons, peut-être qu'elle est terminée, il y a une réunion à Bercy avec Amélie de Montchalin sur la question du budget, de savoir qu'est-ce qui est négociable, pas négociable. Donc il n'y a pas le RN ni LFI, mais donc tous ceux qui sont prêts à essayer de trouver un compromis. Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, mais attendez, maintenant, ça suffit. D'abord, si c'est pour avoir ce budget qu'on appelait Frankenstein, il n'en est pas question. Est-ce que si c'est pour avoir une censure, un faux compromis, des ordonnances, nous, on en a ras-le-bol, on veut que ça avance. Vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous redoutez? Quel est le mal le moins pire, à votre avis? Il faut un budget. Pourquoi il faut un budget? Il faut un budget. Oui, il faut un budget. Coûte que coûte. Jamais coûte que coûte. Ah ben si, ça peut. Bah, là. Non, mais jamais coûte que coûte. Ouais. Mais il faut un budget. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, premièrement, les entreprises ne savent pas quel va être leur niveau de taxation en 2026, ce qui fait que pas de budget aujourd'hui, ça veut dire les investissements qui sont bloqués, les recrutements qui sont bloqués. Et ça, moi, je veux vraiment que ça soit entendu aujourd'hui. C'est que les entreprises aujourd'hui ont mis leur recrutement en pause, ont mis leurs investissements en pause, parce qu'on redoute d'avoir des hausses d'impôts qui feront qu'on sera mis en danger économiquement si on lance des investissements. Donc premièrement, c'est les investissements qui sont bloqués. Deuxièmement, il y a des sujets comme par exemple MaPrimeRénov', comme tous les investissements qui doivent être faits dans la défense qui sont bloqués parce que les budgets sont bloqués. Donc on a besoin d'avoir un budget parce qu'un budget, c'est la vision qui est donnée au monde économique, c'est la vision pour la nation. Donc c'est important d'avoir un budget, mais pas un budget coûte que coûte, bien évidemment. Bah si, parce qu'il y a un budget qui va... ça va être un budget de compromis, donc il y aura des taxes sur les hauts revenus, des taxes sur les holdings, il y aura des taxes... vous voyez, une succession de taxes, oui, notamment avec comme cible les entreprises. Mais on est bien conscient qu'à la fin, malheureusement, puisque on est à ce niveau-là de débat aujourd'hui, il y aura des taxes en plus. Mais on ne va pas dire que puisqu'il y a une taxe en plus, il faut qu'il y ait une censure. On est quand même des entrepreneurs qui sont responsables. Par contre, si on a un budget qui est que des taxes en plus, que de l'impôt en plus et qui met en danger l'économie, là, vous inquiétez pas, je serai là pour dire que mieux vaut encore une censure qu'avoir un budget qui va sacrifier l'économie française. Oui, alors, Amir Reza Toufegui, pendant que nous parlons, enfin bientôt, le président du MEDEF, Patrick Martin, va présenter ses vœux. Vous, je crois que vous les présentez dans 10 jours. Lui, il est beaucoup plus offensif. Enfin, lui, il est vent debout, il énonce les responsabilités des politiques, etc. Est-ce que vous trouvez qu'il va trop loin ? Mais moi, je suis aussi en train de vous dire que nos politiques aujourd'hui doivent absolument trouver un budget. Et oui, il y a des responsabilités. Donc, je ne dis pas qu'il va trop loin, non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tous les entrepreneurs, tous les représentants patronaux prennent la parole et soient offensifs. Donc non, il ne va pas trop loin. Et moi, je pense qu'on est alignés sur la plupart de nos prises de position. Vous allez ce soir au vœu du MEDEF ? Malheureusement, je ne peux pas y aller. Non. Vous savez, en plus, je suis avec vous. C'est à 18h15, donc c'est tout de suite. Il vous a invité ? Oui, bien sûr. Il y a un autre bras de fer qui est en train de se profiler, mais cette fois-ci, vous êtes vraiment tous à l'unisson. Syndicats patronaux, syndicats de salariés, c'est sur l'assurance chômage. Il y a eu une réunion jeudi dernier qui a été assez houleuse et notamment vous avez tous signé une lettre que vous avez envoyée à votre ministère de tutelle en disant attendez, il faut que vous retiriez la lettre de cadrage sur la réforme de l'assurance chômage. Il faut qu'on ne mette pas en place cette réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous avez eu un retour ? Je crois que vous l'avez envoyé vendredi, nous sommes lundi. Est-ce que vous avez eu un retour ? Non, on n'a pas encore eu de retour, mais le vrai sujet, il n'est pas là. C'est quand même un petit sujet. Non, le vrai sujet, il est, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, sur le sujet des ruptures conventionnelles, de se dire que c'est un mécanisme qu'on doit sauver, qu'on doit préserver, et les ruptures conventionnelles, on ne veut pas les annuler, on ne veut pas les sacrifier. Par contre, il y a des abus sur les ruptures conventionnelles. Je vais vous donner 2 chiffres. Le premier, ça coûte 10 milliards d'euros par an aux finances publiques. Le deuxième, c'est que France Travail a fait un travail de contrôle sur les ruptures conventionnelles en Ile-de-France. 30% des ruptures conventionnelles, aujourd'hui, sont abusives. Ça veut dire que c'est des salariés qui ne recherchent pas d'emploi. Et ça met en danger le système. Oui, mais ça arrange tout le monde, hein. Ça arrange les entreprises aussi. Notamment les PME. Parce que quand il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bosser et qui veut une rupture conventionnelle, à la limite, vous lui donnez. Vous avez raison, on arrive aujourd'hui au chantage à la rupture conventionnelle. Oui. Ça veut dire que le salarié... Les salariés sont minoritaires, mais qui veulent abuser du système, viennent demander une rupture conventionnelle et si l'employeur refuse, se mettent en arrêt maladie. Nous, c'est ça qu'on veut corriger comme modèle. Et tout le sujet de cette négociation, et sur lequel le patronat est entièrement aligné, c'est de dire que
les ruptures conventionnelles aujourd'hui, c'est un mécanisme qu'il faut sauver, mais qu'il faut corriger. Et on ne peut plus accepter tous les abus du système. Parce que les abus du système, c'est qui les paye derrière? C'est les entreprises, mais les salariés aussi qui doivent compenser ceux qui abusent du système. Parce que derrière, c'est ceux qui sont encore dans l'entreprise, qui doivent derrière travailler parfois beaucoup plus parce que certains sont mis en arrêt de travail parce qu'ils n'ont pas eu leur rupture conventionnelle. Donc ce système-là, nous, on demande aux syndicats de salariés d'être conscients que si on ne le corrige pas, ça met en cause la solidarité dans le système. Mais alors justement, là, on le corrige comment? Parce qu'un des points de désaccord avec le gouvernement, c'est que le gouvernement dit « mais attends, il faut faire 400 millions d'économies ». Vous dites qu'il faut 1 milliard d'économies sur les ruptures conventionnelles. Où est-ce que vous trouvez la différence? Nous, on dit que sur un mécanisme qui coûte 10 milliards par an, oui. Pour nous, il paraît évident, simple, qu'on peut aller chercher jusqu'à 1 milliard. Je vous l'ai dit, il y a 30% en Ile-de-France de ruptures conventionnelles qui sont abusives. Aujourd'hui, aller chercher 1 milliard sur 10 milliards, ça nous paraît possible. Donc, l'ensemble du patronat dit que c'est un sujet qui est majeur et que si on ne corrige pas ça, c'est même le fondement même de la rupture conventionnelle qui sera mis en cause. Et donc oui, on veut sauver le système et pour le sauver, il faut être capable d'en corriger les abus. Oui. Où est-ce que vous trouvez la différence entre 400 millions et 1 milliard? C'est quoi? C'est justement en allant plus loin, en supprimant, en interdisant 30% des ruptures conventionnelles qui sont abusives selon vous? Non, mais déjà, si on fait beaucoup plus de contrôle sur les ruptures conventionnelles, oui. Et si on s'assure qu'après chaque rupture conventionnelle, il y a vraiment une recherche d'emploi. Je vous donne un autre chiffre. Vous savez que les personnes qui sont en rupture conventionnelle restent plus longtemps au chômage que les personnes qui sont licenciées. Ça questionne quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent parfois en rupture conventionnelle pour aller jusqu'au bout des 18 mois d'indemnisation. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un sujet de contrôle sur la rupture conventionnelle. D'accord. Oui. Mais c'est un outil qui a quand même été, que les entreprises ont beaucoup utilisé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je ne vous dis pas qu'il faut remettre en cause l'outil, mais il faut en corriger les abus. Sur les contrats courts, où est-ce qu'en sont les négociations justement? Où sont les points d'achoppement? Elles n'ont pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé? Ça a commencé quand? Elles vont commencer là, en janvier. Et quand est-ce qu'on doit trouver un accord, justement l'accord, ça doit être finalisé quoi? C'est fin février? Oui. Vous avez la date exacte ou pas? Je crois le 25 ou le 26. Ouais. Et vous pensez qu'il y aura un accord? Mais j'espère. Si nous, on n'est pas capable d'être au niveau des responsabilités qu'on nous donne, si on n'est pas capable de gérer paritairement des sujets qui nous concernent, nous, syndicats de salariés et syndicats patronaux, comment on peut faire la leçon aux politiques? Donc oui, j'espère, et on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve un accord. Oui, c'est un truc important. L'autre point qui est un... Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations, c'était Serge Papin, là, il y a quelque temps, qui disait, le ministre maintenant du Commerce et des PME, et qui disait, pour stimuler, booster le pouvoir d'achat, il faut pouvoir libérer d'une manière plus facile l'épargne salariale. Vous savez, qui répond évidemment à certaines normes de durée, etc. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Oui, d'ailleurs, on a été la seule organisation patronale qui a annoncé être favorable. Nous, ce qu'on dit, c'est très simple. En effet, mais pourquoi? En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est très simple. C'est que tout ce qui redonne du pouvoir d'achat aux salariés et que l'entreprise, ça ne coûte pas en plus à l'entreprise, nous, on est favorable. Aujourd'hui, on n'a pas un problème d'épargne, on a un problème de consommation. L'épargne française n'a jamais été aussi élevée et la consommation n'a jamais été aussi basse. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est si on peut débloquer une partie de l'épargne pour que les Français consomment plus, oui, on est favorable. Oui, mais à ce moment-là, vous parliez tout à l'heure de Chine et Temu. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Français? Ils vont acheter du Chine et du Temu. En parallèle, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que la France, elle agisse pour que ces plateformes qui créent des produits qui ne respectent pas les normes européennes, qui mettent en danger les Français, parce que c'est des produits qui sont mais c'est les Français qui achètent. Donc, à la limite, si on libère plus d'épargne salariale, on peut se dire, les Français vont consommer. Mais ils vont consommer quoi? Ils vont consommer des produits étrangers. Non, mais là, c'est le rôle des pouvoirs publics de s'assurer qu'il n'y a pas de produits dangereux qui ne respectent pas les normes européennes, qui rentrent dans nos frontières. Et ça, nous, l'appel qu'on fait à l'Union européenne et à la France, c'est qu'il faut protéger l'économie, il faut protéger les entreprises qui respectent les règles face à des entreprises en Chine qui ne respectent aucune norme, aucune règle et qui mettent en danger les consommateurs français. Amireza Tofighi, vous êtes, je disais, président de la CPME. Est-ce que vous êtes pour signer le Mercosur? Parce que ça concerne aussi beaucoup de PME françaises. Vous savez, de quoi on est en train de parler quand on parle de Temu et de Chine? On parle de la concurrence déloyale. On parle de tout ce qui, à un moment donné, met les entreprises françaises dans une forme de concurrence déloyale avec des entreprises étrangères qui ne respectent pas les mêmes normes. Moi, refuse. Moi, je refuse qu'on sacrifie des secteurs pour d'autres secteurs. Je refuse qu'on mette une concurrence déloyale pour certaines filières, pour que d'autres puissent en bénéficier. Donc moi, ce que je dis, c'est, si on veut
comme l'accord Mercosur, qui est dans la logique de dire qu'on crée un espace économique plus large, qui est une bonne chose, pour qu'on puisse avoir un espace économique plus large et donc moins de taxes douanières. Oui, mais pas si on sacrifie une partie d'une filière alimentaire en les mettant en concurrence. Mais donc c'est oui ou non? C'est de dire que tant qu'il y a des concurrences déloyales, on ne peut pas accepter un accord qui crée la concurrence déloyale. Ok, d'accord. Non, mais c'était... On ne peut pas accepter un accord qui crée la concurrence déloyale, on ne peut pas accepter un accord qui impose à nos agriculteurs d'avoir des normes qui ne sont pas respectées par les producteurs étrangers et sur lesquelles il n'y a pas de contrôle derrière. Ouais. Toute dernière question très rapidement, est-ce que le nombre de défaillances d'entreprises, on voit, c'est un pic record, soit 69 000, enfin presque 70 000. Est-ce que vous pensez que ce début d'année va être très difficile pour les PME ou pas, ou qu'elles résistent au contraire? Il va être très difficile pour les PME, mais il va aussi être très difficile pour les salariés. Je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Pour les PME, vous savez, il n'y a pas que le chiffre de 70 000 qui est inquiétant, parce que ça peut être des toutes petites entreprises, mais on a de plus en plus de belles PME, de plus de 50 salariés, de plus de 100 salariés qui sont en train d'être en défaillance et de fermer. Ça, c'est un signal alertant. Donc oui, on a un signal alertant. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, ce qui concerne les salaires, les négociations de salaires, les NAO. Ça a commencé, oui. Il y a un vrai sujet parce que le gouvernement veut encore une fois augmenter le coût du travail en revenant sur les allègements de charges. Moi, j'alerte les Français. Si le gouvernement revient sur les allègements de charges, c'est de l'argent des salariés qui va être pris derrière. Pourquoi ? Parce que si, comme c'est le projet du gouvernement... Pas d'augmentation de salaire s'il y a une baisse des allègements de charges. Si le gouvernement baisse de 1,5 milliard les allègements de charges, c'est 1,5 milliard que les entreprises vont devoir prendre sur les augmentations de salaire. Et ça, il faut le dire aujourd'hui. Il n'y a pas de magie. Lorsque le coût du travail augmente, c'est les salaires qui augmentent moins. Et donc moi, j'alerte vraiment sur ce point-là. Les NAO vont être difficiles si le gouvernement va au bout de son projet de revenir sur les allègements de charges. À la fin, malheureusement, c'est les salariés qui vont payer. Le message est envoyé en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Mireza Tofighi, donc le président de la CPME.